Dieu clément et miséricordieux. Au début, j'aimerais tout d'abord remercier l'instance pour nous avoir donné cette opportunité afin de présenter Rachid Chamakhi. Il est natif du 5 mars 1963. Et pour moi, je suis plutôt son frère. Je m'appelle Qasim Chamakhi et j'habite à Slimane et je suis né en 1950 à Slimane, à Soliman. Et moi, je suis commerçant. Et Rachid, lorsqu'il était au niveau primaire et au secondaire, il est allé dans le domaine technique et il a quitté le lycée et il a travaillé avec nous dans le magasin de notre père. Donc c'est un magasin d'électroménager. Et Rachid, donc notre père l'a envoyé faire un petit stage donc en apiculture. Et Rachid, donc en 81, et donc a rejoint le MDS, le mouvement des démocrates socialistes. Ensuite, le mouvement islamique, le MTI, depuis 89. Donc il a eu beaucoup de succès à la ville de Soliman et il était très ami avec le martyr Faisal Barakat. Et depuis lors, Rachid a été connu à Soliman pour sa générosité. Il assiste, il aide tout le monde, il aide donc soit par l'argent, par la voiture, pour faciliter le transport de ses amis. Lorsqu'il y a un malade qui a besoin de sang, il allait dans le centre de transfusion et même si un agent de police lui demande une bouteille de vin, il lui donnait 5 dinars pour qu'il puisse aller acheter cette bouteille. Donc il s'est marié le 27 juillet 1991. Donc 2 mois après son mariage, il devait s'enfuir. Il était allé à Korba pour une affaire que lui. Donc ils ont enregistré le numéro de notre camionnette. Et avec le numéro de la camionnette, ils ont su exactement qui est le propriétaire, qui est mon père. Et celui qui conduisait la voiture, c'était Rachid. Quand il rentrait à la maison vers midi, et c'était au mois d'octobre, au début du mois d'octobre, un agent de la police a frappé à la porte et il a dit Rachid, le chef du poste de police, donc vous appelle. Donc il a mis ses souliers et monté sur le toit, donc et il s'est enfui, donc il a quitté Soliman. Le policier donc est resté à attendre devant la porte. Donc mon père est venu et donc l'agent s'appelait Mahmoud, il a dit qu'est-ce que vous voulez monsieur? Donc il dit j'attends Rachid, il va sortir. Donc mon père est rentré dans la maison et il a appelé Rachid, mais Rachid ne répondait pas parce qu'il n'était pas là. Il lui a dit alors Rachid n'est pas là. Il dit, ah, quand même, je l'ai vu maintenant entrer, comment vous dites qu'il n'est plus là? Il lui a dit si tu veux entrer, venez et il a dit non, je ne peux pas faire ça, mais il y a le chef du poste de police qui viendra. Et moi, j'habitais tout seul dans ma maison. Et j'ai eu un coup de fil disant que des agents de police avec le chef du centre de police sont venus à la maison, ils sont entrés à la maison et la maison de Rachid était au-dessus de la nôtre et ils ont cherché dans toutes les maisons et Rachid n'était pas là, bien sûr.
Donc ils m'ont appelé. Lorsque je suis arrivé, le chef de poste et ses agents descendaient de la maison. Il m'a dit, où est-ce qu'il est Rachid? Je lui ai dit, là, il est dans ma poche. Moi, je ne sais pas où il était, moi, je n'étais pas là. Et il m'a dit, quand il s'enfuit, ça veut lui porter beaucoup de préjudice. Je lui ai dit, si vous arrivez à l'attraper, faites ce que vous voulez. Et en effet, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et Rachid donc s'est enfui, il est allé à Tunis. Et comme par hasard, j'avais 3 enfants qui étaient malades et je suis allé à Tunis pour c'est chez ma sœur, donc, et j'ai trouvé Rachid. Et il m'a dit, j'étais en mission à Korba. Ils ont donc collecté le numéro de la voiture et ils sont venus pour m'attraper. Je lui ai dit, mais pourquoi donc? Donc il m'a dit, je vais demander à cet agent qui prenait les 5 dinars pour acheter une bouteille de vin, et puis ensuite on l'a mis à Mornag, et personne ne le savait, sauf sa sœur et moi-même. Alors sa sœur, elle est donc fonctionnaire au lycée de Mornag. Son mari était donc à l'office des céréales. Et lorsque je voulais voir Rachid, donc je prenais la clé du lycée et je lui dis oui, il était décédé. Donc il a exprimé donc tout son regret, sa tristesse. Et là, lui, il sympathisait beaucoup avec Faisal Barakat. Quelque temps après, bien sûr, la police ne fermait pas l'œil et ils ont su exactement où donc habitaient ses sœurs et ses frères, où est-ce qu'ils habitaient, à Mornag, à Bni Khaled, à Tunis, etc. Et nous sommes 6 filles et 3 garçons. Et Rachid était le Benjamin. Donc, ils ont commencé à investir les maisons depuis le 20, le 21, le 22 octobre et le 23 octobre. Ils ont commencé par voir la maison de ses beaux-parents. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont venus chez nous, de la maison de mon père. Ils n'ont pas trouvé Rachid non plus à l'étage. À ce moment-là, donc, sa femme donc, dormait toujours avec ma soeur. Et nous avions donc ma soeur qui était célibataire et donc qui restait toujours avec ma soeur, avec la femme de Rachid. Donc après les 2 maisons, ils ont pris sa femme qui s'appelle Mounia Jouini. Donc elle est nouvellement mariée depuis 2 mois. Ils l'ont prise dans une voiture. Ma sœur Wassila a tenté de les rejoindre, mais il l'a poussée du pied et on ne sait pas où ils l'ont amené. Et donc j'ai reçu un coup de fil chez moi, donc un coup de fil de ma sœur Wassila, me disant que les agents sont venus et ils ont cherché Rachid, ils ne l'ont pas trouvé, ils ont pris Mounia. Le deuxième coup de fil m'informant que ma mère pleurait tout le temps. Et moi aussi, j'étais un peu perplexe. Est-ce que je prends la voiture ou je vais à pied? Un 3e coup de fil disant ne viens pas à Guessem, ma mère te dit reste chez toi. Et enfin, un 4e coup de fil. On a amené Mounia. Et là, c'était vers 3 h du matin. Ensuite, donc elle a hésité à indiquer la maison, puis elle l'a trouvée quand même. Et lui, Rachid entendait la voiture qui entrait dans la rue, etc. Et il a dit à sa sœur, Siham, les agents sont droits. Et comme par chance, son mari n'était pas avec elle. Donc elle s'est préparée, elle s'est habillée, etc. Donc, et Mounia a frappé à la porte.
Donc elle a dit, si elle ouvre la porte, et habille-toi. Elle a ouvert la porte. Donc ils ont investi la maison. 6, 7, 8 agents peut-être, et chacun est allé dans un sens. Et la première fois, ma sœur avait peur pour son frère. Donc ils l'ont insulté, ils l'ont maltraité, etc. Et puis à la fin, ils sont sortis et ils n'ont pas trouvé Rachid qui était dans la maison. Et lorsqu'ils sont sortis et qu'ils n'ont pas trouvé Rachid, elle s'est un peu encouragée. Et donc elle a commencé à protester. Pourquoi vous investissez la maison alors que mon mari n'est pas là? Vous auriez dû avoir l'autorisation du procureur de la République, etc. Et bien sûr, et ils ont quand même quitté la maison. Et à Monia, on lui a dit, donc montrez-nous la maison de sa sœur qui est à Bab Sadoun, à Tunis. Alors là, ce sont deux voitures, donc une voiture qui est partie, l'autre qui est restée là, à Morneg. Donc la voiture qui est allée à Bab Sadoun a fait la même chose, qu'elle a fait à Morneg. Ils sont entrés dans la maison, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé Rachid. Donc ils ont ramené Monia à Soliman. Ils sont arrivés vers 3 du matin. Mais lorsque j'ai eu le 5e coup de fil, et qu'on m'a dit que Rachid qui m'a appelé, et je suis allé à la maison de mes parents. Donc chaque fois vous dites le 5e téléphone vient d'où là? C'est certainement de Mornag. Donc j'ai pris ma voiture et je suis allé à Mornag. Et là, je trouve ma soeur dans un état vraiment second. Nous avons pris les enfants et même elle-même aussi, je les ai ramenés tous à Soliman. En arrivant à Soliman, c'est vrai que j'avais un frère qui était en fuite, mais ce n'est pas la même chose qu'avoir un frère qui est en arrestation. J'étais vraiment abasourdi. Mais lorsque j'ai vu ma mère, comment elle était, dans quel état elle était lorsqu'elle a entendu que son fils a été appréhendé. Donc elle déchirait ses cheveux, ses habits, elle pleurait, elle était dans tout. Moi je sais ce qu'ils vont faire de lui. Et bien sûr, l'intuition de la mère est infaillible. Et je ne sais pas comment les choses se sont passées ce jour-là. Et moi j'étais dans tous mes états, j'ai pris ma femme, mes enfants et je suis allé chez moi à 1 km ou 1,5 km de la maison de mon père. Mais ce qui est étrange, c'est que un jardin d'enfants qui était loin de 30 mètres chez moi, quand j'en voulais donc dormir, il y a des voitures qui allaient, venaient, etc. Et le lendemain, je me suis rendu compte que Rachid a été amené au jardin d'enfants de Soliman et il était enchaîné au poignet et il était ensanglanté. Et ce jour-là, c'était le jeudi 24 octobre. Et vous savez que le 24 était un jour de jeûne, donc il est allé à jeun. Et quand ils sont sortis de la maison, il a donc fait sa prière, et il a dit c'était pour remercier Dieu parce qu'ils ne se sont pas rendus compte de que je suis là. Ensuite, il lui a dit donne-moi l'argent que j'ai laissé chez toi. Donc elle lui a donné l'argent qu'il avait et il a voulu sortir de la maison. Et quand il a ouvert le rideau et l'agent qui était ma soeur. Revenons à Soliman lorsqu'on l'a ramené au jardin d'enfants. Donc c'est le lendemain que j'ai entendu parler de cela et on m'a dit que Rachid était amené enchaîné, ensanglanté. Donc le jeudi, il n'a rien mangé. Le jeudi 25, donc il était sous torture de différentes façons. Et le samedi aussi, donc ça fait 3 jours qu'il n'a rien mangé. Et la torture, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Et le barreau
le barreau de fer avec donc enroulé dans du papier, un morceau d'étoffe et donc bien sûr toutes sortes de tortures sauvages. Peut-être qu'à Guantanamo ils n'ont pas fait ça. Avec une barre de fer donc dans l'anus. Le samedi, donc, la même chose. Et il était sous la torture. Ils l'ont laissé un tout petit peu se reposer. Puis ils ont appelé Tommy Hamrouni, qui est son camarade. Et la même torture, il a subi la même torture. Et donc, ils étaient bleus sur tout le corps. Et il y a des bleus partout. Et pour Tommy Hamrouni, on lui dit, choisis une des deux choses. Ou bien tu chantes, ou tu danses. Il a levé. Et Rachid a dit, donc, est-ce que je peux chanter à la place? Et ils entendaient qu'il. Et il a chanté donc une chanson. Et là, cette chanson donc a ravivé leur colère. Et ses camarades lui disaient donc, Rachid, dis quelque chose. Ils ont posé deux questions seulement. Qui t'a envoyé? Il a dit, c'est Dieu. Qui est avec toi? Qui était avec toi? Il lui a dit, c'est Mohammed le prophète. Mais c'est... Donc on l'a encouragé, donc, on l'a poussé à dire quelque chose, mais rien n'y fit. Et il y a quelqu'un qui a vu tout. Donc avec les menottes, donc il était ensanglanté jusqu'à l'os. Il a demandé donc de lui permettre d'aller faire ses besoins. On l'a empêché, il est tombé et il s'est mis à ronfler. Donc ils ont essayé de le sauver. Ils ont fait l'aspiration bouche à bouche, rien n'y fit. Et on a dit donc ils l'ont mis dans une couverture et ils l'ont emmené à l'hôpital régional de Nabil. Et le docteur Ali Ayed qui l'a reçu et qui était à l'urgence. Oui, il a essayé de voir un peu sa tension, il a diagnostiqué son état, mais il n'a rien donné. Aucun cachet, aucun. Et il a dit, emmenez-le à l'hôpital Tahar Mamouri, c'est notre hôpital. Et moi, j'ai entendu une histoire. Donc il m'a dit que ton frère était à côté de moi. Il m'a demandé donc à boire. Je lui ai donné un verre d'eau. Et puis il a exprimé la shahada et il est mort. On a appelé le médecin, Jamaldin Souilem, son nom, et il a donc fait le constat. Il a constaté les bleus sur son dos, ses pieds, ses mains, sa tête au niveau de la nuque du rectum. Il a écrit donc un rapport et il a dit à l'infirmier, tu prends ce rapport au directeur de l'hôpital. Et puis, mais dans le bureau, il y avait M. Abdel Fattah, qui est le chef donc, de la police. Et il a dit, donc, qu'est-ce que c'est que ce rapport? Va voir le médecin pour qu'il change son rapport. Mais quelqu'un de bien éduqué ne fera jamais ça. Et il a refusé de changer le rapport, le médecin. Et là, et les médecins, bien sûr, ont un grand rôle là, pour vérifier, aussi pour dérouter la vérité. Et là, nous sommes le 27 octobre, qui était un dimanche. Quelle est donc la solution? On va appeler Sadr Sess, qui était chirurgien bien connu, et lui, bien sûr, il va faire l'autopsie. Il a fait comme il a fait, et puis c'est une hépatite, il est atteint d'hépatite.
Mais on peut dire, est-ce qu'il n'y a pas de famille? On devait plutôt donc informer la famille le dimanche, sans laisser la chose. Pour tout vous dire, la moitié de la famille habitait à Bab Saadou. Ils sont venus, donc ils sont venus faire le deuil donc, à cet endroit-là. Moi, j'ai dit non, non, je ne peux pas accepter donc vos condoléances si je n'ai pas si je n'ai pas vérifié la nouvelle. Il ne peut pas mourir en 3 jours. Je suis rentré à Soliman et je suis allé donc voir un collègue à lui, Dieu ait son âme, M. Mouldi Ben Salah. C'est vrai que Rachid est mort. Il m'a dit oui, il était mort. Il m'a dit oui, ils ont appelé ton père et il est allé au poste de police et il lui parlait avec beaucoup de gentillesse. Quel café que voulez-vous boire, etc., etc. Et lui, il a dit que je suis diabétique, je ne bois pas de café. Et lui ont dit, est-ce que Rachid était malade? Il a dit non. Mon père a répondu non. Alors mon père disait non, et puis la gens qui disent non, non, si. Donc on lui disait, il était malade, il était atteint d'hépatite, il était mort. Alors qu'est-ce que mon père pouvait faire? Il est rentré chez nous et il pleurait. Et ma soeur à ce moment-là a appelé sa soeur à Sadoun et l'a informé. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu mon père, il m'a dit voilà, il m'a raconté toute l'histoire. Donc, mon père m'a informé que les autorités vont ramener le corps. Et la première chose que je dis, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque quelqu'un meurt, généralement la famille qui se charge de la construction de la tombe. Mais à cette époque-là, et sur ordre des autorités locales, donc on a ordonné aux ouvriers de la municipalité de construire la tombe. Et moi, j'ai essayé de ramener le corps de mon frère. J'ai dû attendre jusqu'à 18 h. Et par la suite, voilà, ils ont appelé au sang la famille de Chammahi, notre nom de famille. Voilà, je me suis adressé à la morgue. J'ai voulu m'assurer qu'il s'agit bel et bien du... dit que tu dois le ramener directement à la tombe, c'est-à-dire au cimetière, parce que la tombe est déjà prête. Moi j'ai dit non, parce qu'il y a un rituel religieux à faire chez nous, à la mosquée. Dans ce cas, donc elle m'a proposé que la dépouille de mon frère passe une autre nuit à la morgue. C'était le lundi 28 octobre, mais ce soir-là, j'ai correspondu avec toutes les associations militantes de droits de l'homme et j'en ai des copies. Et le lendemain matin, j'ai pris une autre camionnette et je me suis dirigé à Annabelle. Donc j'ai eu pas mal de problèmes. Des obstacles ont été mis devant moi pour ramener le corps. Et par la suite, on nous l'a donné. On a ramené le corps dans la voiture. J'étais accompagné par la chef de brigade qui m'accompagnait. Et il m'a dit m'a demandé sur des données sur la voiture qui nous accompagnait, que j'ai ramené avec moi. Il a donné des consignes pour griller même les feux et ne pas s'arrêter jusqu'à destination. On a pris la route et j'ai senti qu'on était suivi par une autre voiture et ce Abdelkrim Zamedi, qui est le chef de la brigade, a douté que peut-être il y avait une tentative d'enlèvement du corps. Il m'a dit que cette voiture, elle vous appartient. Je dis non, mais je connaissais pas la voiture qui est derrière. Et par la suite, il a compris qu'il s'agit de renforts, mais il n'était pas au courant apparemment de cela. Donc en cours de route, on a eu une sorte de panne sèche. On s'est dirigé vers la station de service pour se ravitailler. Et le problème maintenant, comment on va s'arrêter?
en définitive, j'ai demandé à l'autre voiture qu'on allait bifurquer vers la station-service, alors que la première Renault 4 appartenant à la police a continué, et nous, on s'est dirigé vers le kiosque ou la station-service. Et après s'être ravitaillé, donc on a pris la route de Soliman. On rejoint la voiture de la police en panne. On est entré à Soliman, notre ville natale. Par la suite, le chef de brigade m'a dit que s'il y a eu ou s'il y aura des problèmes ou des manquements à l'ordre public lors de l'enterrement des obsèques, c'est vous qui allez donc être responsable. Bien sûr, il s'adressait à moi. Et donc, voilà, et il nous a accompagnés jusqu'à le fait qu'on ait entré la dépouille chez nous et on a vu le corps. Son corps était maquillé, on dirait qu'il s'agissait d'un homme ou d'un jeune la nuit de ses noces. Moi j'ai essayé de chercher et de détecter des traces de sang, des œdèmes. Croyez-moi qu'il a été peint, on dirait, comme il a été maquillé, il a été fardé pour cacher donc les traces. Et donc j'ai jeté le dernier regard une deuxième fois sur mon frère. Il était enveloppé dans un linceul et on a constaté qu'il y avait une autopsie. Il y a donc on l'a enterré. Ses amis étaient là, donc ils entonner des chants religieux. Le lendemain, je me suis adressé au chef du poste de police pour le remercier pour le fait qu'il ait organisé donc les obsèques selon notre volonté. Et maintenant, tout est terminé. Je croyais quand même que le dossier est clos. Tout d'abord, le 7 novembre prochain, on a reçu une convocation du procureur de la République de Grand Balia. C'était 91, 7 novembre 91. On nous a demandé pourquoi vous prétendez que la mort était douteuse de votre frère. Mon père était un homme vieux, âgé, il était malade. Et j'ai répondu à toutes les questions à l'interrogatoire de l'instruction et je vraiment confirmé nos doutes. Donc on lui a collé une accusation, une inculpation, c'est le fait d'assister donc à des séances de prédication dans la mosquée où encore elle était volée, elle, et donc on lui a infligé 2 mois de prison et après avoir donc passé ce séjour carcéral, je l'ai accompagnée pour qu'elle reprenne son travail et l'administration donc lui l'informe qu'elle n'a plus le droit donc de reprendre son travail parce qu'elle est la femme d'un opposant. Et concernant notre commerce, c'est-à-dire notre boutique, et toutes les personnes qui pénètrent dans notre magasin étant enregistrées par les policiers, les indicateurs, même notre sociétaire en matière d'apiculture à laquelle on a participé avec mon fils de l'ordre de 50 000 dinars. Et mon frère Chid travaillait avec nous et notre sociétaire donc s'est emparé de cette société et on l'a perdu. Notre père a vu sa santé se détériorer jusqu'à son décès par la suite. Moi donc j'étais
signataire, comme dit l'intervenant. Donc, dans notre boutique, je n'ai plus le droit donc de signer les chèques. C'est vrai qu'il y avait des divergences familiales. Donc, j'ai remis les clés à ma maman et notre boutique, notre magasin est fermé. J'avais 45 ans, j'étais en pleine vigueur d'âge et du jour au lendemain, je me retrouve chômeur de luxe. Ma soeur Wassila, donc voilà, a appris ou elle a passé un concours de recrutement. Elle a été admise. Elle a travaillé pendant 4 jours, mais lorsque l'administration a appris qu'elle était la sœur de Rachid, on l'a révoquée. Une autre sœur qui habite à Beni Khaled, une commune voisine, donc avec une autre femme, ils ont loué un local pour ouvrir un jardin d'enfants. Bon, ils ont demandé l'autorisation, mais après un an d'attente, on les informe qu'ils n'ont pas le droit d'ouvrir donc ce jardin d'enfants. Donc des violations énormes, graves, des conditions que seul Dieu en connaît les détails. Et après la révolution, et Dieu merci, j'ai présenté une plainte au procureur de la République. Monsieur Nabil Bessi m'a demandé de réunir tous les témoignages des témoins oculaires, et je ne vous cache pas que je n'ai jamais imaginé les types de torture qu'a subi mon frère, et j'ai été averti par les témoins qui ont assisté donc à ces joutes de torture. J'ai participé aux activités du mouvement Liberté et Équité. Personne donc m'a appréhendé. Il s'agit d'un médecin. Il m'a demandé de le contacter. Il avait son cabinet à Corba, au Gabon toujours. Il m'a dit, est-ce que vous savez comment il est mort, votre frère? Donc il s'est retourné vers une sorte d'armoire. Il a pris un dossier médical et il est tombé en pleurs. C'était le dossier médical de mon frère. Et il m'a dit, moi je suis vraiment offusqué par le fait qu'un médecin qui a fait ses études économiques, qui a prêté le serment d'Hippocrate et qu'il ose par la suite falsifier les réalités. Votre frère a été donc dénommé sous un faux nom, Khaled Ben Ali, à l'hôpital. Et je lui dis, mon frère, il est beaucoup plus noble que Ben Ali. Donc le premier médecin, donc il a relaté comment il a examiné, et le second médecin qui s'appelle Jamel Swil, et son rapport dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on a réuni un ensemble de documents et on s'est adressé au procureur de la République de Grand Balia, et l'enquête a commencé. Donc on a commencé donc par présenter nos dépositions et celles des témoins, et on m'a demandé, est-ce que vous acceptez qu'on refasse l'autopsie? Oui. Mon frère, le 10 novembre 2012, il a été exhumé, et une autre autopsie a été effectuée par le docteur Monsef Hamdoun, et à la suite, après 11 jours, il a été réenterré par la suite. Donc la conséquence de tout cela et que la mort était suite à des tortures. Bien sûr, on a détecté des sécrétions dans le sang de mon frère qui ont arrêté le travail des reins, et la mort s'en est suivie. Donc, durant cette période, on a demandé à Feu Rachid Driss sur ce qu'il connaît à propos des dossiers de Barakat et de Chammechi. Il a répondu que
Rachid Chamari, il est mort d'une crise cardiaque. C'est feu Rachid Driss qui l'a dit. Et il a dit que sur ordre du ministère de la Justice, donc le dossier n'a pas été réouvert et réexaminé. Et il a dit que on a essayé de retirer donc le dossier de 91. On n'a pas trouvé de documents. La chemise était complètement vide. Amnesty International, à l'époque, j'ai eu une audience avec ses représentants à Tunis. Ils ont demandé au président d'enquêter sur cette question et c'est à ce moment-là que le président a demandé que le dossier lui soit transféré et par la suite donc la tombe a été ouverte et l'autopsie a été faite. On a commencé par interroger le capitaine Abdel Latif qui était le chef de la brigade d'enquête de Nabeul et dans cette enquête il a compris qu'il était accusé à 100% et qu'il allait être donc arrêté, mais son avocat, il quitte la salle d'instruction et devant mes yeux, il était à 1 mètre de moi et il téléphone. Il téléphone à quelqu'un pour ramener une voiture et de s'adresser donc au siège du tribunal. C'était une opération orchestrée d'avance et par la suite, ce Abdel Latif là a totalement disparu dans la nature et par la suite il a été remplacé par Mohamed Boukabous qui était son auxiliaire. Et, donc les investigations ont donné le résultat qu'il est accusé et clairement. Et au cours donc de ces moments, donc Sadr Sessi également a été arrêté. Il était malade et j'avais un ami, un collègue qui s'appelle Mohamed Sessi que j'ai informé de cette affaire et j'ai amené avec moi donc un numéro du journal quotidien As-Sabah qui parle de l'affaire et j'ai dit au docteur Mohamed Sessi que voilà les faits. Et à ce moment-là, le fils de Sadr Sessi lui demande que Sadr Sessi a été arrêté dans l'affaire de Rachid Chamari, et que vous habitez à Soliman, vous connaissez la famille Chamari, donc essayez de trouver un arrangement avec la famille. Lui a répondu Mohamed Sessi que ça sera fait peut-être par la suite. Mon ami Mohamed Sessi donc m'a informé qu'il s'est déplacé à la Marsa pour voir Sadr Sessi et donc on lui a administré une valve. Il n'a pas eu l'audace de me demander de pardonner et il m'a dit voilà, que ça fait partie du passé. Et je lui dis que Sadr Sessi, voilà, il avait de la chance, et puisque donc il y avait des personnes qui l'ont aidé, il est bien à l'hôpital, alors que mon frère, qu'il a perdu la vie. Sadr Sessi a été arrêté. Et Ali Ayed, le docteur qui, dans l'urgence de l'hôpital de Nabeul, ne lui a même pas administré une pilule, même pas un flacon du sang, alors que mon frère souffrait donc d'un manque affreux de sang. Il était ensanglanté. C'est Ali Ayed arrêté, Sadr Sessi arrêté, Dr Halab, assistant de Sadr Sessi, arrêté également. Donc pour me procurer une sorte de couverture, je me suis adressé à l'ordre des médecins et j'ai remis entre leurs mains un dossier. Vers 8h02, voilà, j'étais là et j'en ai pris une décharge en contrepartie. Le lundi, je me suis adressé au tribunal de Grand Balia parce qu'on a convoqué le directeur de l'hôpital.
Le conseiller du président du tribunal m'a... il dit le président, conseiller du président, et il m'a demandé que je m'adresse donc aux autorités et qu'il s'intéresse donc aux criminels. J'ai demandé donc appeler mon avocat et j'ai informé le juge d'instruction. Le juge d'instruction donc dans le travail de la justice. Il a dit qu'il s'agit de personnes qui ont commis des fautes. Le lendemain, le même conseiller m'appelle. Il m'a dit qu'est-ce que tu as fait. Je lui ai relaté les faits, mais je lui dis que ces médecins-là sont fautifs et Sadr-Sessi n'a pas le droit de faire l'autopsie sur le corps de mon frère. Et je lui dis, monsieur, n'oubliez pas que j'ai remis donc une plainte entre les mains l'ordre des médecins. Il m'a ordonné même de retirer cette plainte. Je lui dis non. Voilà. On a terminé donc les investigations avec 4 mandats de dépôt, interdiction de voyager pour d'autres, un mandat de ramener pour le président déchu, et jusqu'à présent les choses se sont passées. Donc voilà, on est arrivé jusqu'à la chambre d'accusation. Ils ont refusé de clore l'enquête. Et au niveau de l'appel également, on est passé à la cassation. Et par la suite, le dossier a été remis à la cour d'appel une autre fois pour qu'une autre chambre donc réexamine le dossier. Monsieur Kassem, quelles sont vos demandes? Mes demandes sont similaires aux autres présentées par mes prédécesseurs. Je souhaite de mettre à nu la vérité, réhabiliter toute la famille, parce que mon frère n'a jamais été un criminel. On a appris et de visu, j'ai vu que en Algérie, le pays du million de martyrs, donc toutes les rues, toutes les avenues, les places portent des noms de martyrs. Voilà, je demande qu'une place absolument porte son nom pour commémorer donc son esprit. Merci beaucoup.